naturellement, hein. Mais n'oublions pas, nous sommes Oui. dans une école de masse. Oui, Mhm. nous sommes dans une éducation de masse. Et dans une éducation de masse, on doit faire que le maximum atteigne son potentiel. Ce n'est plus comme avant où on disait que, bon, voilà, même s'il n'y a que deux qui comprennent, le reste, on s'en fout. Non. L'idée est de dire que, OK, même s'il y a certains qui vont faire devenir économistes, devenir cultivateurs, agriculteurs, il faudrait que le niveau de mathématiques minimum qu'ils sont en train de capter leur permette de s'intégrer là-bas. Et les outils TIC sont très performants, par exemple, pour que l'enfant capte déjà le minimum. Par exemple, en statistique, j'enseigne beaucoup avec Excel. J'enseigne beaucoup. Quand je commence mon cours, je mets une feuille Excel. Et la feuille Excel est préparée. Donc, les élèves manipulent la feuille Excel, font les calculs pour voir si ça donne, avec les formules, ce que Excel a trouvé. Et ils sont tellement contents de voir que, ah, je fais aussi bien que l'ordinateur. Et maintenant, ils disent que, OK, ça sert donc à quoi? Ils disent que, bon, quand vous serez donc dans votre plantation ou dans votre entreprise, vous allez faire les choses à la main, vous allez le faire avec Excel. Et ils sont contents de voir, ils comprennent ce que l'ordinateur fait en background. Voilà. On peut maintenant passer. Ok. J'ai une question par rapport à l'outil Oui. de TIC. Un enseignant peut se plaindre du fait que comment est-ce qu'il va mettre en œuvre cet outil de TIC dans sa salle de classe? Faut-il forcément un vidéoprojecteur? Donc voilà, ce genre de questions. Il va dire, j'enseigne dans une classe à effectif pléthorique. Est-ce que c'est nécessaire de digitaliser dans une classe à effectif pléthorique? En fait, il y a plusieurs manières de faire. On peut passer par la pédagogie inversée. Bon, c'est vrai que les téléphones portables sont interdits en classe, mais vous pouvez avoir un accord avec le proviseur ou le censeur vice-principal pour que vous ayez accès au téléphone portable. Maintenant, si c'est vraiment strict, vous pouvez même faire la pédagogie inversée en envoyant d'abord les ressources. Je vous dis bien qu'au Cameroun actuellement, c'est difficile qu'un élève dans son environnement, il n'y ait personne qui ait un téléphone portable, un smartphone, pas un smartphone. Ça veut dire que en faisant la pédagogie inversée, vous pouvez envoyer certains matériaux déjà à l'enfant et l'enfant donc peut commencer à réfléchir avec des manipulations. Par exemple, je prends un exemple. Hein. Je veux par exemple enseigner le cours sur les méthodes de régression en terminale D. J'envoie ma fiche, ma feuille Excel et je prends à l'enfant que bon, commence seulement d'abord à manipuler les données et puis voir comment est-ce que les coefficients se modifient. Il y a la formule, essaie de faire le. Donc, bref, l'enfant commence déjà à voir certaines choses par rapport à un problème donné. Donc, quand c'est comme ça, donc quand il vient en classe, il a déjà des questions qu'il a. Et même s'il n'a même pas le téléphone avec lui et que, je lui explique, donc il a déjà un peu manipulé à la maison. Donc je dis que si on a des problèmes à avoir accès à des téléphones portables, smartphones, ce qui est sûr, c'est que dans l'environnement, il y a quand même quelqu'un qui a ça. On peut donc travailler en pédagogie inversée. Je ne parle même pas des projecteurs. Je parle du smartphone. Et je vous dis, les smartphones sont démocratisés au Cameroun. Maintenant, le problème, c'est que je me suis même rendu compte que les enfants utilisent le smartphone pour ne rien faire de pédagogique parfois. Hein. Ils avaient le téléphone pour voir, juste pour voir les vidéos, pour s'amuser. Mais depuis que je les convainc d'utiliser plutôt ça pour apprendre, beaucoup désinstallent même des choses qui sont liées au ludique pour installer des choses qui sont liées à leur apprentissage dans plusieurs matières, même en dehors des mathématiques. Donc, il faut captiver l'élève et lui montrer que l'outil qu'il a dans sa main, qui lui permet seulement de jouer, de causer, peut être un outil intéressant pour son apprentissage. Même les IA, l'IA, par exemple, l'IA de WhatsApp, je leur montre qu'il y a des difficultés, que parfois ça peut avoir des problèmes que ça peut rater si vous pouvez mal le prompt. Parce que l'IA est incontournable. Donc, je leur apprends comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour vérifier un résultat qu'on a fait avec l'IA. Comment comprendre ce que l'IA nous a donné comme résultat? Comment contredire? Donc, c'est même une discussion qu'ils peuvent faire et ils apprennent à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, moi, je ne prends pas ces outils comme des outils. Les gens disent que bon, ils peuvent tricher avec, dire que bon, tricher, c'est pas très sûr parce qu'on les surveille suffisamment. Mais je leur apprends à dompter ça et à comparer avec leurs propres efforts pour pouvoir peut-être avoir une sorte de répétiteur individuel à la maison dans leur smartphone. Maintenant, si on n'a pas les moyens en classe d'avoir une vidéo, on peut donc faire, comme je dis, essayer de débrouiller avec. Et maintenant, pour les gens qui ont des effectifs qui ne sont pas pléthoriques, ils peuvent, par exemple, essayer d'utiliser des ordinateurs portables, par exemple, de quelques collègues et de temps en temps, les utiliser même en travaillant par groupe. Vous prenez quelques ordinateurs portables, vous faites des groupes, même de 5, 6, et les élèves manipulent sur ces ordinateurs. Moi, je le fais en classe. J'emprunte 2, 3, 4 machines
Et les enfants travaillent en groupe quand je veux absolument qu'ils manipulent une ressource. Voilà. Je peux passer? Tu ne faut pas vous passer. Oui. Je voulais passer. Voilà. Donc, en gros, le problème, en fait, revient à l'intégration didactique des mathématiques. Il faut développer simultanément des compétences mathématiques fondamentales. N'oublions pas que c'est un cours de maths. Et les aptitudes numériques avancées, préparant les apprenants camerounais à des défis de l'économie et de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai un peu essayé de synthétiser un peu tout ça dans une sorte de diagramme de veine, où à l'intersection, on voit quoi? C'est l'intégration, n'est-ce pas, didactique. Donc, il ne faut pas que ça devienne un peu comme une sorte de film que les enfants viennent juste voir et dire waouh. En fait, l'idée, c'est d'apprendre. C'est un peu comme un sucre que l'on met pour les attirer, une sorte d'appétence là, pour qu'ils soient attirés à apprendre. Maintenant, on les attire en les plongeant quand même dans le monde nouveau dans lequel ils sont. Parce que ce monde ne va plus régresser. C'est comme les calculatrices scientifiques. Est-ce que vous savez qu'il y a des professeurs qui ont marché dans la rue pour interdire les calculatrices scientifiques? On n'est même plus à ce niveau aujourd'hui. Donc, à un moment, tu es obligé de dire, OK, est-ce que je prépare mes élèves pour le 19e siècle ou pour le 21e siècle? Je les prépare pour le 21e siècle. J'intègre des outils qui leur permettent de mieux apprendre, mais les outils nouveaux et des outils qu'ils vont utiliser toute leur vie. En fait, pas toute leur vie. Disons que la vie, pour que ça devienne, en attendant que ça devienne encore périmé. Mais au moins, quand ils sortent du lycée, ils disent que non, j'ai tel outil, tel outil, tel outil. Ça me permet de mieux comprendre, ça me permet de manipuler les données, ça me permet de vérifier ce que j'ai fait et c'est important. Donc, l'intégration pratique des outils numériques ne se limite pas à la simple transposition des contenus traditionnels. Elle nécessite une refonte méthodologique profonde pour exploiter pleinement le potentiel transformatif des technologies dans l'enseignement des mathématiques au Cameroun. Je parle bien au Cameroun parce qu'il faut tenir compte de tout ce qu'il y a comme contrainte. Mais ne nous décourageons pas, parce que je dis bien encore, il y a des pays qui sont même encore moins que nous, mais qui font des efforts. L'enseignant est la clé du système. Donc, il faut que l'enseignant comprenne qu'en développant, en intégrant ces ressources numériques, lui-même, il se rend up-to-date, comme on dit. C'est-à-dire qu'il peut un jour changer même de pays. Il sera toujours à jour. Et il peut maintenant essayer de voir comment faire pour que les élèves, justement, tirent parti de cette compétence qu'il a développée dans l'intégration des ressources numériques. Next. Suivant. Voilà. Donc, comme je disais, si on prend les atouts, comme j'ai parlé, le logiciel de géométrie dynamique, par exemple, GeoGebra, Cabri, on a les tableurs, on a les logiciels de programmation. Voilà. Et maintenant, comme je disais, je lis là, Anini, en 2008, dans une étude auprès de 85 enseignants du secondaire marocain, à travers une démarche de résolution de problèmes, de modélisation des situations et d'apprentissage progressif de la démonstration, les élèves peuvent prendre conscience de la pertinence des activités mathématiques, identifier un problème et l'expérimenter sur des exemples, conjecturer un résultat, mettre en forme une solution, contrôler les résultats obtenus en évaluant leur pertinence en fonction du problème étudié. Vous voyez? C'est-à-dire que la recherche même motive l'intégration de ces ressources-là. Mais il faut donc maintenant que l'enseignant soit préparé, soit capable de comprendre comment manipuler ces outils pour rendre son cours justement intéressant. Maintenant, comme on a dit, il y a des obstacles, hein? Factures numériques, coût de l'équipement, instabilité du réseau électrique, faible couverture Internet et tout. Mais comme je le dis, il faut qu'on trouve des solutions adaptables au milieu. Par exemple, l'intelligence artificielle est un outil qu'on peut utiliser. Certains logiciels qui ne sont pas forcément connectés à Internet peuvent permettre à l'enfant de travailler même hors ligne. Donc, c'est aussi à l'enseignant de voir par rapport à son milieu ce qu'il peut utiliser et faire de son mieux. On ne viendra pas construire notre pays, je veux dire au Cameroun, ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire. Les pays comme le Japon, comme je dis chaque fois à mes collègues, c'est un pays où il y a vraiment été tout le temps, c'est des îles c'est un archipel de milliers d'îles. Mais ils se sont battus à vivre là-bas. Donc, quelque part, nous aussi, nous devons faire l'effort de trouver ce qui est bien par rapport à nos difficultés pour avancer.
Prochain. 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 Voilà. Donc, il y a les contingences, comme j'ai dit, la formation approfondie des enseignants, l'égalité d'accès aux ressources, par exemple, stratégie nationale cohérente. À ce niveau, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que au Cameroun, la stratégie n'est pas peut-être encore très bien visible. On sent encore des hésitations. Parfois, on voit même certains petits problèmes, même au niveau de la plateforme. Parfois, elle disparaît, réapparaît. Parfois aussi, on n'est pas sûr que la stratégie est même décrite clairement aux enseignants. Par exemple, vous n'allez voir aucun document blanc au secondaire qui parle de la digitalisation des enseignements. Alors qu'au primaire, il y a un document blanc qui parle de la digitalisation des enseignements. C'est pour ça que j'avais même voulu, quand j'ai fait mon papier, en fait, c'était pour décrire un peu, expliquer un peu ce qu'on attendait des enseignants à un moment, au moins au début. Donc, il faut que les enseignants comprennent un peu ce qu'on attend d'eux. Le discours s'envole, on vient, on parle lors des séminaires, mais ils veulent un truc où ils peuvent leur servir de référence écrite. Pour le moment, au Cameroun, au secondaire, ça n'existe pas. Au primaire, ça existe, mais au secondaire, ça n'existe pas. Voilà. Suivant. Suivant. Voilà. Donc, je parle donc d'une digitalisation réfléchie et adaptée. Donc, la réussite de la digitalisation de l'enseignement des mathématiques au Cameroun repose sur un équilibre délicat entre nécessité pratique et exigence théorique. La nécessité de formation des enseignants, comme je l'ai décrit dans mon papier, et les réalités contextuelles spécifiques au pays. Dans le développement des infrastructures numériques adaptées aux réalités locales, la formation intensive des acteurs éducatifs, la mobilisation des financements innovants, n'est-ce pas, projet. Il y a tellement de stratégies qu'on peut mettre sur pied pour qu'en fait, le TIC soit compris, intégré, utilisé de la meilleure manière par rapport à la démarche traditionnelle. Vous pouvez intégrer en partie, comme je l'ai dit, dans certaines étapes de la démarche traditionnelle. Donc, la digitalisation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen puissant pour transformer l'enseignement des mathématiques camerounais et préparer les générations futures à un monde où les compétences numériques et mathématiques seront indissociables. Donc, construit progressivement un écosystème numérique éducatif inclusif qui valorise les spécificités culturelles camerounaises tout en s'inscrivant dans des standards internationaux d'excellence en mathématiques. Donc, excusez-moi d'avoir été un peu long, je vous remercie. Non, tu n'as pas été long, tu n'as pas été long. Je pense que ce que tu as dit est très riche et je pense que nous avons beaucoup de questions que nous allons poser pour davantage te faire parler, pour davantage bénéficier de ton expertise dans ce domaine. Moi, particulièrement, je peux commencer si les collègues le veulent. Moi, par exemple, j'ai des questions sur la motivation pour les enseignants, parce que lorsqu'on pose des questions aux enseignants, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu les utilises, est-ce que tu les utilises? Ils disent non, j'ai pas Internet, j'ai pas l'argent, c'est pas le ministère qui me donne l'argent. Et il y a même un enseignant qui m'a dit tout à l'heure que lorsque je lui ai dit que connecte-toi pour écouter le séminaire, il m'a dit je prends l'argent où? Quelle est la solution pour un enseignant qui se plaint du manque de ressources financières? C'est vrai que tu l'as évoqué, j'aimerais que tu insistes davantage là-dessus. Bon, la première chose, je vais vous dire une chose. La première chose que les enseignants en Afrique et surtout au Cameroun, pour eux, le plus souvent, le diplôme est la dernière chose qui leur suffit pour pratiquer leur métier. Ça, c'est une vision qui est venue de l'ancienne vision administrative de la formation professionnelle, mais qui est totalement dépassée. Un enseignant ou tout travailleur doit évoluer avec son temps. C'est d'abord la première chose. C'est-à-dire qu'il doit comprendre qu'intégrer ces outils, ce n'est même pas quelque chose qui dépend même des élèves. Au début, ça va l'aider lui-même à être, comme j'ai dit, up-to-date. Parce qu'on n'est pas sûr qu'un jour, un nouveau ministre ne viendra pas dire que je vais évaluer vos compétences numériques et ça va compter pour vos carrières. Moi, par exemple, je suis dans un programme où on évalue déjà les compétences numériques des chefs d'établissement. Et je vous montre qu'il y a certains qui ne savent même pas utiliser un fichier Excel. Et ça va beaucoup jouer sur leur carrière, même, et vraiment, ça va jouer sur leur carrière. On va en mettre certains de côté, puisque tout est maintenant intégré vers le numérique. Données, je ne sais pas quoi, mutations, je ne sais pas quoi d'autre. Donc, je prends cet exemple pour dire, d'abord, lui-même, l'enseignant doit ressentir le besoin
d'évoluer par rapport à son époque. Deux, Allô? Vous m'entendez? allô? Vous me Oui, suivez? oui. Vous me suivez? Oui, Oui. oui, oui. Vous me suivez? Oui. Je dis que je Oui. ne sais pas si ça vient le problème d'être travail isolé vient de notre culture ou de notre manière de faire. Parce que vous allez voir des enseignants qui entrent à l'établissement, il va faire son cours, il ressort. En fait, c'est comme des ermites. Alors que ce que nous décrivons comme stratégie est une stratégie qui est basée, comme on a dit, sur le partage de ressources. Je l'ai dit, j'ai fait des choses sur les coniques, j'ai fait des choses en statistique, je partage avec mon collègue, il partage avec moi et nous, en fait, les ressources se doublent, entre guillemets, je parle entre guillemets. Hein. Il a fait 10, je fais 10, nous deux, nous avons 20. Donc, les enseignants de mathématiques doivent cesser d'être des ermites. Ils sont trop isolés. Bon, ils vont me dire que bon, moi, je suis seul dans mon établissement. Comme moi, j'étais dans un établissement à l'époque où j'étais seul enseignant de mathématiques à 50 km à la ronde. Mais j'allais toucher mon salaire en ville. Chaque fois que j'arrivais en ville, j'allais voir mes collègues pour dire que, gars, ça se passe même comment ici? Qu'est-ce qui est de nouveau? Vous avez même fait comment? Et ça me permet d'échanger avec eux. On ne doit pas seulement échanger autour d'un pot, ce qui n'est pas mauvais. On ne doit pas seulement échanger lors des mariages et des deuils. On peut échanger aussi sur la pédagogie. Comme je l'ai dit, quand vous avez des ressources pertinentes, ça vous facilite la vie. Je vous dis, utilisez une ressource parfois complexe pour la géométrie, transformation du plan, pyramide ou que d'autres, je ne sais pas quoi d'autre je sais. Par exemple, justifier, par exemple, ou bien sentir comment le théorème de Pythagore s'interprète géométriquement. Ça permet à l'enfant de faire la moitié du chemin. On doit savoir quand vous finissez d'utiliser un outil TIC et que l'enfant sourit, dit que la feuille est facile, j'ai compris. Et il se met il redécouvre la formule lui-même parce qu'il comprend ce qui se passe déjà de manière visuelle ou en manipulant. Vous devez faire la moitié du cours. La moitié du cours est déjà faite. Donc, ça veut dire que les enfants doivent comprendre que manipuler ces outils, travailler de manière collaborative facilite la vie, facilite l'exercice de la profession. Si vous faites un métier pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, en étant statique, vous ne pouvez pas le faire. Moi, je vous dis, moi, j'enseigne à l'université, j'enseigne encore au lycée. Je peux le faire parce que j'essaie d'adapter des outils TIC dans mes pratiques de classe. Et vraiment, je sens que les élèves sont contents de cela, que ce soit au supérieur, que ce soit au secondaire. Mais si vous faites la méthode traditionnelle, ça essouffle. Écrit tout le temps, écrit comme ça, tout dessiné. Mais c'est essoufflant même. Même physiquement, vous sentez comment vous finissez physiquement. Donc, ça allège même un peu la tâche. Ça vous allège la tâche. En utilisant ces outils TIC, vous pouvez garder un peu d'énergie pour continuer de faire ce métier qui prend toute une vie. Donc, voilà ce que je voulais dire. Un enseignant doit Il y a comprendre Marius que, qui a une question. Marius, active ton oui, micro. Active ton micro, oui, oui. j'écoute. Ok, bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai pris le séminaire en cours. Je voudrais Oui. savoir comment le temps congru qui est alloué aux mathématiques va permettre d'apprendre aux élèves d'intégrer les ressources numériques et essayer de leur apprendre la manipulation des outils comme GeoGebra et autres. Très bien. En fait, comme vous l'avez dit, je dis encore que c'est à vous de trouver le bon timing et la bonne forme des choses pour les intégrer dans le cours. Je prends un exemple simple. Hein. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous me suivez? On te suit Oui, très je bien, vous on suis. t'entend bien, on t'entend bien. Voilà. Je dis par exemple, je prends un exemple. Je veux par exemple que les élèves, par exemple, bon, je prends un exemple, hein, découvrir des coniques. Au tout début, là, ils veulent découvrir les coniques. Quand je viens d'abord voir les élèves, je leur pose la situation de problème. Voilà, j'ai envie de concevoir, je ne sais pas quoi, ou j'ai envie de découvrir quel type. Je veux concevoir une forme qui a telle forme, bien, un objet qui a telle forme, voilà. J'ai par exemple l'équation, voilà, mais je ne sais pas comment manipuler, bref. Et après, je sors par exemple une vidéo, ou bien je sors par exemple un fichier GeoGebra sur lequel on va manipuler, comme je disais par exemple tout à l'heure là. Constater par exemple que les rapports sont constants. En fait, quand je présente ça à l'enfant
l'enfant va seulement voir que chaque fois que je fais varier sur la conique, je prends l'exemple de varier sur la conique, le rapport, il peut me mesurer avec la règle. Il voit que le rapport ne change pas. Ça m'économise tout le temps de dessiner. Dessiner d'abord au tableau et que l'enfant vienne chaque fois dire, mais dessiner et faire varier les positions. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire pour intégrer à ton cours qui va même plutôt raccourcir le temps que tu prenais avant pour expliquer même pour présenter la situation à l'enfant. Donc, le but n'est pas forcément de venir encore faire quelque chose de très long ou bien de très fastidieux devant l'enfant. Ça va me le décourager. Je dis bien, c'est ça le génie de l'enseignant. Trouver quelque chose d'attirant, d'intéressant pour que l'enfant capte rapidement la solution du problème et puisse proposer quelque chose dans cette voie-là. Maintenant, ça demande la recherche. C'est-à-dire que quand tu as cherché, ou bien un collègue a cherché, en fait, tu l'adoptes et tu l'adaptes seulement à ton milieu. Mais je dis que dans la plupart des cas où j'ai utilisé les ressources digitalisées, je me rends compte que ça facilite vraiment la vie. Ça permet de faire plein de choses. Par exemple, je prends un exemple, le calcul d'air. Avec le calcul d'air, l'enfant peut facilement voir avec un outil GeoGebra estimer les airs, par exemple. Donc, c'est à toi de voir la meilleure forme de ton outil qui va cadrer avec le temps que tu as. C'est ça aussi. Mais quand tu l'as trouvé, en fait, ça facilite ton enseignement. Ça facilite beaucoup. Maintenant, tu peux venir dire que tu enseignes de manière traditionnelle. Je ne refuse pas, mais je dis que comparé à ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, tu me rends compte que les enfants sont plus intéressés. Vous savez, nos enfants sont des enfants digitaux, entre guillemets. Donc, lorsqu'ils voient quelque chose qui permet de mieux comprendre en 3D, en 2D, les transformations, les manipulations, ils manipulent et ils confondent avec les calculs. Ils voient que ça donne bien. Généralement, ils captent mieux. Et c'est un travail que nous devons faire. On peut le faire en équipe, hein? On peut le travailler en équipe. Et aussi, je peux ajouter quelque chose d'autre. Oui. En fait, l'enseignant doit utiliser les outils numériques, non pas seulement dans la salle de classe, même pour préparer les activités qu'il va mener en salle de classe. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle aide. Par exemple. Lorsqu'on sait que nous, on est prof de maths, on fait souvent les fautes des élèves, on a même peur d'écrire. Parfois, on dit aux élèves, prenez votre livre, parce que parfois, il peut arriver cela. L'outil du numérique nous aide aujourd'hui à corriger même nos activités avant d'aller en classe et à nous faire même des suggestions sur les activités. Et c'est à nous d'adapter et de vérifier si c'est correct et aller. Donc, il y a a priori en salle de classe et a posteriori, oui. Je pense que... Et GeoGebra, c'est un outil qui permet d'enseigner. C'est pas que nous ne sommes pas profs d'informatique, mais on utilise ça comme un média. On appelle ça le média. C'est un médiateur. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est un média. Je vois, il y a d'autres questions. Oui, bonsoir, si vous me Oui, Cyprien, oui. Oui. Bonsoir. Oui, Cyprien. Allô? Oui, Cyprien. Oui, je suis. Oui, bonsoir, bonsoir, IP. Oui, vraiment, nous sommes ravis de ces exposés, de ces brillants exposés sur la digitalisation. Mais j'ai un petit problème, j'ai des questions. Nous remarquons souvent que quand on programme même les séminaires pédagogiques qui interviennent généralement en fin octobre, début novembre, très souvent, les anciens vont là-bas se balader. Les anciens vont là-bas passer une journée à se balader parce que quand on parle même de digitalisation, l'inspecteur qui est même devant toi, parfois il ne fait rien de concret. Vraiment, c'est souvent des journées de balade. Je vais prendre peut-être un autre plan comme les formations à l'école normale. À l'école normale, nous trouvons encore en 2023, 2024, 2022, des étudiants qui sortent de l'école normale des enseignants, qui sont supposés être prêts en film, mais qui ne peuvent même pas manipuler au premier degré. Georges, dont vous êtes en train de faire allusion. Qui ne peut pas manipuler au premier degré un tableur Excel
pour peut-être Oui, les droits de régression, comme vous êtes en train de dire. Est-ce que oui, le oui, oui, problème oui. ne peut pas aussi se pencher sur les formations à l'école normale pour qu'on initie certaines choses Oui, depuis là-bas? oui, Vraiment, parce que même oui. la saisie d'un texte en mathématiques, nous autres, nous sommes sortis de l'école normale, c'est quand on préparait à rédiger le mémoire que le chef de département nous dit que si quelqu'un ne saisit pas en latex, son mémoire ne sera pas reçu. Mais on ne nous avait jamais initié en latex. Il fallait qu'on se C'est retourne vrai. au quartier, qu'on trouve les grands frères, qu'on se batte, qu'on se batte. Et beaucoup ont acheté pour qu'on saisisse leur mémoire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent C'est pas vrai. saisir en latex. Oui, oui, oui. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô?